Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur le Bitcoin. Alors dans cette vidéo, je vais d'abord essayer de définir simplement le Bitcoin, ce qui n'est pas évident. Ensuite, je vais expliquer pourquoi je conseille à tout le monde d'avoir du Bitcoin, un petit peu de Bitcoin. Enfin, j'essaierai de montrer en quoi, au-delà d'être une révolution monétaire et technologique, le Bitcoin peut être aussi une révolution politique. D'abord, comment définir le Bitcoin? Il faut le voir comme un programme informatique. C'est aussi ce qu'on appelle une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie cryptographique. La cryptographie, c'est la discipline qui s'occupe de la protection d'un message, quel qu'il soit, à l'aide d'une clé cryptographique. Si on en revient à l'étymologie, on a bit, l'unité d'information binaire, l'unité de base en informatique, et coin, la pièce de monnaie. On a donc affaire à une monnaie informatique, mais qui n'est pas plus virtuelle que les autres monnaies. J'y reviendrai. Très concrètement, comment cela fonctionne? Il faut 4 éléments. Un ordinateur, un réseau, en l'occurrence Internet, la technologie de la blockchain et des mineurs. Chaque transaction, que l'on vende ou qu'on achète du Bitcoin, doit être vérifiée, sécurisée, enregistrée dans un registre virtuel, un livre de compte virtuel qu'on appelle la blockchain. Pourquoi blockchain? Parce que l'unité de base du Bitcoin, c'est le bloc. Et c'est dans un bloc que toutes les transactions sont inscrites. Et tous ces blocs sont reliés entre eux depuis l'origine du Bitcoin en 2009, et pour former une chaîne, ce qu'on appelle une chaîne de blocs, la blockchain. Et on comprend que le Bitcoin est à la fois transparence et anonymat. Transparence car toutes les transactions sont publiques, et anonymat car les acheteurs et les vendeurs ont leur identité protégée par une clé cryptographique. On sait tous qu'il y a une transaction, on sait quel compte l'ont fait, cette transaction, mais on ne sait pas qui sont les détenteurs de ces comptes. Transparence et anonymat. Dernier point explicatif, pour exister, chaque transaction doit être vérifiée par un mineur. Alors ceux du 19e siècle descendaient à la mine avec leur pioche. Aujourd'hui, au 21e siècle, ils sont chez eux ou dans leur entreprise avec un ordinateur. Concrètement, le minage, c'est l'utilisation de la puissance de calcul informatique. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques qui sont très complexes sur le sujet ici. Il faut juste avoir en tête qu'un bloc se crée toutes les 10 minutes et que le mineur qui a permis la vérification du bloc reçoit les 6,25 bitcoins créés avec le bloc. Au cours actuel, ça fait 70 000 $. Et en plus, il reçoit les frais associés aux milliers de transactions incluses dans le bloc. Donc ce sont des sommes colossales qui nécessitent une puissance informatique aujourd'hui devenue hors de portée du particulier. C'est pourquoi les mineurs se regroupent dans des coopératives qui sont majoritairement en Chine. Et donc toutes les 10 minutes, on a 6,5 bitcoins nouvellement créés. Aujourd'hui, on a 17 millions de bitcoins en circulation. Le dernier bitcoin sera émis en 2140, il y en aura 22 millions. Et c'est là déjà qu'on a une critique écologiste du bitcoin, à savoir que ce processus nécessite des millions d'heures de travail de processeurs informatiques, ce qui génère une surconsommation électrique. On estime aujourd'hui la consommation électrique liée au Bitcoin à 0,3% de la population mondiale, de la consommation mondiale. Donc c'est pas négligeable. À gros traits, voilà comment fonctionne le Bitcoin. C'est la transparence de la blockchain et l'anonymat plus la sécurité de la cryptographie. C'est ça la révolution technologique du Bitcoin. Alors ensuite, pourquoi je conseille à tout le monde d'en avoir un peu? D'abord pour une raison de rentabilité financière pure, faire de l'argent. Voilà. Et là, je dois introduire un avertissement. Il ne faut investir dans le Bitcoin que les sommes qu'on peut perdre de façon indolore. C'est un investissement risqué, on peut tout à fait retomber à zéro. Donc si vous avez 500 €, mettez 30 €. Si vous avez 5 000 €, mettez-en 300. Si vous avez 100 000 €, mettez-en 5 000. C'est important. Maintenant, faisons une hypothèse. Vous achetez un Bitcoin à 10 000 $. Projetons-nous à 5 ans et imaginons deux scénarios extrêmes. Dans un cas, le Bitcoin, qu'on appelle aussi BTC, retombe à zéro. Par exemple, suite à un hacking, ce qui est très improbable avec la technologie cryptographique, et ce qui n'est jamais arrivé. Ou très bas. Par exemple, si la Chine décide de couper Internet, ce qui est très hypothétique, ou si les USA interdisent légalement à leurs nationaux de posséder du Bitcoin. Là aussi, c'est assez hypothétique. Mais dans ces hypothèses, effectivement, vous perdriez tout ou partie de vos 10 000 $. Alors c'est triste, mais comme vous avez misé, ou investi plutôt, c'est pas misé, c'est investi, des sommes que vous pouvez perdre, c'est pas un drame. Par contre, à l'autre extrémité du spectre, beaucoup annoncent le Bitcoin à 100 000 $ d'ici 2025, plus d'1 million de dollars, voire plus. Est-ce que ce sont des estimations raisonnables? Alors, il faut bien comprendre que le Bitcoin aujourd'hui, c'est 200 milliards de dollars. C'est un cinquième seulement d'Apple. Sauf que le Bitcoin, c'est pas une entreprise, c'est une monnaie. Si on le compare au dollar, c'est 400 fois moins. Donc imaginons le Bitcoin devenir une sorte d'étalon or mondial, de réserve de valeur, d'or numérique, donc comme l'était l'or dans le passé. Son prix explosera. Imaginons le Bitcoin devenir carrément la monnaie de référence mondiale. Bon, là, son prix explosera encore plus.
Dans une hypothèse catastrophique d'effondrement monétaire d'un grand pays, son prix explosera. Par ailleurs, la structure même du Bitcoin, avec un nombre limité de Bitcoin, j'ai dit tout à l'heure, on parle de monnaie déflationniste, rend la hausse en dollars quasi mécanique, parce qu'au fur et à mesure du temps, il y aura de moins en moins de Bitcoin émis, sa rareté va augmenter, parce qu'on ne peut pas en créer, on ne peut pas en supprimer, mais on peut en perdre. Et donc le Bitcoin va devenir de plus en plus rare et logiquement de plus en plus cher. Autre point, la part des investisseurs institutionnels dans le Bitcoin ne fait qu'augmenter. Ça, c'est un signal très puissant à la hausse. Et enfin, j'ajouterai mon expérience. Moi, j'ai découvert le Bitcoin à 100 $. Je discutais avec un ami fan de Bitcoin qui, lui, m'expliquait pourquoi ça atteindrait 10 000 $. À l'époque, je le prenais pour un rêveur peu réaliste. Il avait tort, j'avais raison. Il avait raison, pardon, j'avais tort. Et les mêmes raisons, une offre limitée dans un monde incertain, la stabilité du programme informatique Bitcoin produisent les mêmes causes. Et j'ai tendance à imaginer une très forte hausse à terme du Bitcoin. Alors moi, par contre, je ne suis pas militant, je suis un investisseur cupide, comme tous les investisseurs. Et donc, dans tous ces cas de figure, vos 10 000 $ viendront 100 000 ou 1 million de dollars, voire plus. Donc, ce qu'on appelle le risk-reward est clair, la balance entre le risque et la récompense, perdre 10 000 ou gagner 1 million. Bon, c'est le même raisonnement pour 1 000 $ ou 100 $ investis. Deuxième élément qui motive à avoir du Bitcoin. Le Bitcoin vous met à l'abri de la prédation de la puissance publique. C'est une raison majeure que je ne peux pas trop développer. Je dirais simplement que la politique européenne, elle est socialiste, au sens littéral du terme, hein, sans propagande, militantisme politique ou sans esprit de polémique. Je veux dire, on socialise les richesses. C'est pour ça que je dis que c'est socialiste. La part des dépenses publiques dans le produit intérieur brut en France, c'est 56%. C'est-à-dire pour 100 € créés par les individus, 56 de ces 100 € vont dans la poche de l'État. Si on était à 0, on serait en anarchie, il n'y aurait pas d'État. À 100, c'est le communisme. Entre 25 et 50, c'est le libéralisme, même si à 48%, on n'est pas très libéral. À 56%, on est socialiste, voilà, factuellement. Donc l'État-providence semble hors de contrôle, et la crise de Covid n'améliore rien, notamment en termes de dette qu'il faudra rembourser. Aujourd'hui, on sent bien que le citoyen devient une statistique, que ses droits supposés inaliénables deviennent une variable d'une politique budgétaire ou sanitaire, on le voit en ce moment. Donc je pense qu'il est probablement temps de se protéger contre des risques d'expropriation financière. Et c'est là que le Bitcoin constitue une parade solide, du fait de son caractère cryptographique. Deux éléments sur cette idéologie expropriatrice. Une directive européenne, la BRRD pour ceux qui s'intéressent, entrée en vigueur en 1er janvier 2016, stipule que les comptes des clients dotés de plus de 100 000 € pourront être prélevés pour contribuer au sauvetage de leur banque en cas de besoin. C'est-à-dire que si vous avez plus de 100 000 €, sachez qu'on peut légalement vous les prendre à tout moment si le pouvoir politique l'estime nécessaire. Alors les gens évidemment vont dire, moi je m'en fiche, j'ai pas 100 000 € sur mon compte. Moi-même, j'ai pas 100 000 € malheureusement sur mon compte. Et pourtant, je m'en fiche pas. Pourquoi? Parce que la question, c'est pas le montant, c'est le principe. Une fois le principe de l'expropriation de l'épargne acquis, c'est qu'une question de temps avant que ça touche tout le monde. Et on va me dire, mais bon, ça n'arrivera pas, c'est théorique. C'est arrivé en 2013 à Chypre. La Banque de Chypre a autorisé une ponction de 50% des dépôts de plus de 50 000. Il y a eu une ruée d'ailleurs sur les distributeurs automatiques, une colère des citoyens chypriotes, mais c'est arrivé. Second élément qui accrédite le développement de l'idéologie expropriatrice, c'est la petite musique de la taxe Covid sur l'épargne qu'on entend, et qui a même poussé notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, à préciser à l'Assemblée nationale que jamais lui ne le ferait, sous-entendant qu'il préférerait démissionner. Mais on sait comment fonctionne le système politique. On jette un hameçon, on lance un hameçon, on voit si ça mord, et on jure après c'est grand Dieu que non, jamais on ne fera ça. Et généralement, entre 10 jours et 10 ans selon l'enjeu, après, on le fait. Donc la question, c'est pas si ça va se faire, mais quand ça va se faire. Donc il faut se préparer mentalement à ce que j'appelle une sorte de survivalisme économique individuel. Et quand on y réfléchit, ce qui est effrayant, c'est qu'il devient dangereux juridiquement de faire de l'épargne dans nos sociétés. L'être humain, un peu comme une fourmi, n'a plus qu'une vocation, c'est de contribuer à l'efficacité sociale. Ses propres objectifs personnels peuvent être censurés, s'ils n'entrent pas dans la ligne collective, dans la ligne juste. C'est un peu la victoire posthume d'ailleurs du communisme, hein, sous certains aspects, ce qui est en train de se passer. Donc avoir du Bitcoin, c'est l'assurance de se préserver une petite marge de liberté personnelle. Dernier point, pourquoi le Bitcoin peut être une révolution politique? Alors, une réflexion, j'ai dit que le Bitcoin était une monnaie informatique, mais pas spécifiquement virtuelle. Pourquoi? Parce que toutes les monnaies sont virtuelles. Une monnaie, elle repose que sur une seule chose, une seule idée, toutes les monnaies, la confiance. Moi, j'aime bien comparer la monnaie au feu de circulation routière.
Quand vous arrivez avec votre voiture à une intersection et votre feu est vert, vous passez. Pourquoi? Pas parce que la couleur verte a une signification intrinsèque, non. Parce que vous avez confiance dans le fait que la route que vous croisez aura un feu rouge. Si vous, c'est vert, l'autre feu sera rouge. Vous avez confiance aussi que la personne qui s'arrête, que la personne que vous croisez, va s'arrêter au feu rouge et ne va pas vous percuter. La monnaie, c'est exactement la même chose. Elles sont toutes sans valeur intrinsèque. C'est la confiance qui donne la valeur à un billet, une pièce ou une carte de crédit. La confiance dans l'État ou dans la solvabilité de votre banque. Sauf que les démocraties occidentales subissent aujourd'hui une crise de confiance, justement. Tout le monde parle, à juste titre, de la défiance dans une proportion inédite envers toute forme d'autorité. Et là, le Bitcoin répond parfaitement à cette préoccupation. En effet, c'est difficile de ne pas avoir confiance en un programme informatique. C'est un programme sans aucune autorité pour le contrôler. Il est totalement décentralisé, c'est une de ses caractéristiques majeures. Le Bitcoin, quelque part, incarne une forme parfaite de neutralité, puisqu'il échappe à toute capacité humaine de contrôle. Et comme son nombre est limité, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de planche à billets possible utilisable par les politiques. C'est impossible d'en créer ou d'en supprimer. Une idée centrale du Bitcoin, c'est que la monnaie est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux politiques. Ironiquement, c'est la même raison qui a poussé à la création de la Banque Centrale Européenne. L'idée, c'était de créer dans l'ordre monétaire la même chose que ce qui était la Cour suprême dans l'ordre juridique. Et c'est d'ailleurs une critique qui sera faite au Bitcoin, à savoir qu'on ne peut pas le contrôler. Ce sera facile de mettre en place une argumentation démontrant que la volonté populaire s'incarne dans le politique, et si le politique n'a pas de prise sur une institution, celle-ci est antidémocratique et illégitime. On a le même procès qui est fait à la Banque Centrale Européenne, voire au Conseil constitutionnel en France, voire même aux juges en général. Au fond, je parle de révolution monétaire, mais pourquoi ce serait une révolution politique? Eh bien parce qu'en dessaisissant les États et les banques centrales de la possibilité même de mener une politique monétaire, ça doit amener à une réduction du périmètre de l'État. Le Bitcoin, c'est clairement le fruit de l'idéologie libertarienne qui voit dans l'État, pour paraphraser Nietzsche, le plus froid de tous les monstres froids. Pour les libertariens, c'est une entité légitime, l'État, mais dont il faut combattre en permanence la tendance à l'extension. Sans quoi Marx, d'ailleurs, était d'accord. Lui qui qualifiait la bureaucratie de parasite, d'extériorité aliénante dans son vocabulaire. Les premiers possesseurs de Bitcoin, on ne connaît du créateur que son pseudo Satoshi Nakamoto, mais les premiers possesseurs étaient tous des libertariens. C'est pas un hasard, derrière le Bitcoin, il y a un projet politique de combat contre l'État-providence. Si le Bitcoin s'imposait comme un nouvel étalon or, les États ne pourraient plus se permettre l'État-providence. Qu'est-ce que c'est que l'État-providence? C'est une politique redistributive basée sur le clientélisme, fondamentalement, et sur la dette. La dette, c'est finalement, c'est pas très grave quand vous pouvez créer de la monnaie. Vous pouvez gérer cette dette. Par contre, si vous n'avez plus cette option, vous serez nécessairement moins dépensier, donc plus soucieux, même contre votre volonté, de la liberté de l'individu. D'ailleurs, on peut voir, pour finir sur ce point, le Bitcoin comme un contre-pouvoir face à un totalitarisme bienveillant, un peu à la Brave New World, Le meilleur des mondes d'Huxley ou 1984 d'Orwell. D'ailleurs, ma prochaine vidéo s'intéressera au nouveau fanatisme bienveillant qui soit basé sur l'écologie, l'antiracisme, la justice sociale ou la maîtrise d'une crise sanitaire. On est en plein dedans en ce moment. Beaucoup de citations d'Orwell s'appliquent à la situation actuelle. En conclusion, évidemment que les obstacles sont nombreux pour le Bitcoin. Les pressions étatiques qui vont se multiplier à mesure que le Bitcoin grossira. Les critiques écologistes, dont le poids sur la scène politique a vocation à s'accroître. Et la critique régressiste, qui voit dans la décroissance, dans l'abandon de la technologie, dans le retour à la tribu, dans un mode de vie plus simple, le seul salut possible pour l'être humain. Mais, à mon avis, ces avantages sont trop nombreux pour être ignorés, et si certains pays lui tournent le dos, ils ne feront qu'accélérer leur déclassement à l'échelle mondiale. La concurrence a cela de bien qu'elle favorise toujours les audacieux. Merci beaucoup.